FC Barcelone, on va parler d'une équipe demi-finaliste de Copa del Rey qui affronte l'Atlético de Madrid ce soir, 21h30 sur la chaîne L'Équipe, qui est également favori, l'un des favoris à la victoire en Ligue des Champions, qui est également premier Liga, et c'est peut-être l'un de ses plus grands exploits sportifs devant le 6-1 contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi le FC Barcelone réussit sa plus belle remontada? On va tout vous expliquer. Alors j'ai envie de vous dire ce soir parce que le club revient de très très loin. Parce qu'en 2021, le FC Barcelone est dans une situation financière qui est terrible. Joan Laporta, le président, vient d'être élu à la tête du FC Barcelone. Il a réalisé un audit dont le résultat est très inquiétant. 1.350 millones. Situación económica dramática. Si vous êtes un chef d'entreprise en faillite, sachez que ces chiffres peuvent vous donner de l'espoir, puisque le FC Barcelone en 2021, c'est 1,35 milliard d'euros de dette, on l'a entendu, mais c'est aussi 700 millions à rendre à court terme. C'est pas sur 25 ans, sur 20 ans, c'est à rendre à court terme. Zéro liquidité, aucun cash pour acheter, pour payer les salaires directement. La situation, elle est dramatique. Laporta, il parle à ce moment-là d'un possible dépôt de bilan. D'abord, on a demandé à Pierre Rondeau, économiste du sport, qu'est-ce qui a tant mis dans le rouge le FC Barcelone? Quelles dépenses ont été effectuées pour mettre en danger le FC Barcelone de cette manière-là? Des dépenses structurelles pour la rénovation du stade, pour tout ce qui est structurel dans le centre d'entraînement, centre de formation, dépenses d'investissement dans ses actifs, dans son musée, mais il y a aussi les dépenses conjoncturelles qui sont liées au salaire des joueurs, aux émoluments des joueurs, au transfert des joueurs, aux indemnités de transfert des joueurs. Quand on se rappelle que Messi, pendant longtemps au Barça, était payé quasiment plus de 50 voire 60 millions d'euros par an, on était vraiment sur les dépenses fastueuses et des dépenses conjoncturelles. C'est le sportif qui a pris le dessus sur le structurel, et c'est le sportif qui a mis le club dans une situation assez compliquée. Alors que fait le Barça pour remonter la pente qui était quand même vertigineuse dans le mauvais sens, hein? Décidément, on fait cette chronique pour les chefs d'entreprise un peu en faillite, mais le FC Barcelone. Tu vas être mon associé ici ou comment on fait? Le FC Barcelone a fait quelque chose d'assez simple et qu'il faut souvent faire quand on n'est pas très bien au niveau financier. C'est Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone, qui s'en rappelle et qui nous le raconte. La première chose à faire quand Laporta arrive, c'est vraiment de réduire au plus possible la masse salariale qui est totalement folle à ce moment-là. Si je me souviens bien, on est à plus de 90% des revenus du club qui vont dans les salaires. Donc c'est impossible de tenir à ce niveau-là avec de tels chiffres. Donc c'est la première étape de la remontada. C'est le but de Luis Suarez à la 3e minute, réduire d'abord la masse salariale. Ça commence par le départ de Léo Messi, évidemment, été 2021, il s'en va. Ça c'est sur la même saison, 2021-2022. Ensuite il y a Antoine Griezmann, Coutinho qui part à l'hiver qui suit, Umtiti, Pjanic qui part à l'été 2022. Et puis la renégociation aussi des salaires. Il y a des joueurs comme Piqué, Busquets et Jordi Alba qui vont voir leur salaire renégocié, qui vont accepter aussi de baisser leur salaire et qui vont donc voir la masse salariale baisser du FC Barcelone. Alors la gestion a été tellement dispendieuse. C'est là qu'entre en scène le président Laporta, avec des décisions qui vont être prises, qui vont faire beaucoup parler en Espagne. Ça s'appelle les palancas. Les palancas, c'est quoi? C'est des leviers financiers exceptionnels activés par le FC Barcelone pour générer rapidement du cash en vendant une partie de ses actifs, des droits TV, les filiales, afin de redresser ses comptes et rester compétitif sportivement. Autrement dit, c'est vendre des morceaux de leur futur pour pouvoir payer leur présent. C'est un peu ce qu'a fait la Ligue 1 avec notamment CVC, vous savez, le fonds d'investissement. Donc à l'été 2022, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vendre 25% de leurs résultats des droits télé sur 25 ans contre 667 millions d'euros à une entreprise. Ils vont vendre également 49,9% de Barça Studio. Vous savez, c'est l'entité du FC Barcelone qui gère notamment certaines images des matchs pour 200 millions d'euros. Ça, c'est pour les actifs. Mais c'est pas fini. Ils essaient de vendre tout ce qui peut être vendu, y compris les choses auxquelles on ne voulait pas forcément toucher à Barcelone, comme le nom du stade, le Camp Nou, qui s'appelle désormais le Spotify Camp Nou, qui a payé Spotify 180 millions d'euros de 2022 à 2034, donc sur 12 ans, pour appeler le stade de Barcelone le Spotify Camp Nou. Ça rembourse les dettes, mais ça ne change pas tout. Les comptables du Barça, je dirais, ont réussi à rassurer leurs créanciers et à montrer à quel point ils étaient capables de présenter une dette existante, mais une dette solvable, donc couverte sur la durée, au moins jusqu'en 2030, 2040, 2050. Donc il y a une inquiétude qui a été réduite cette saison par rapport à maintenant il y a 2 ans, où il y a 2 ans on était vraiment au bord du dépôt de bilan et au bord de la faillite. Alors ils ont vendu un peu de leur futur, mais ils ont vendu aussi de leur infrastructure. On l'a vu récemment avec
une affaire qui a fait grand bruit, les sièges VIP. Alors ça, c'est pas pour les créanciers, c'est pour le fair play financier espagnol, qui est aussi très rigoureux, qui vérifie vraiment les dépenses, qui vérifie vraiment les recettes. Et donc, effectivement, Joan Laporta, il a décidé de vendre plusieurs sièges VIP, plusieurs loges de son futur stade. 475 sièges VIP ont été vendus à 2 investisseurs du Moyen-Orient, qui acquièrent une licence d'utilisation des sièges sur une durée de 30 ans pour une estimation de Sport Quotidien catalan à 100 millions d'euros. Ça veut dire qu'en gros, ils vont pouvoir vendre à d'autres entreprises, ces 2 investisseurs du Moyen-Orient, les loges VIP du FC Barcelone. Bref, ils ont trouvé moyen de faire de l'argent cash, de faire des liquidités, et ils ont réussi à avoir de l'argent et donc à rassurer les créanciers et donc à se rassurer sur la durée. Alors, ils ont négocié des salaires, ils ont trouvé de l'argent, mais dans remontada, il y a le sportif aussi. Ouais, et bien là, justement, ils ont réussi à faire aussi des bons choix, et notamment un choix qui aujourd'hui est jugé comme pertinent et judicieux, qui a été fait cet été. Si l'on demande à la majorité des supporters comment le Barça peut désormais être favori à la Ligue des Champions, je pense que la majorité des socios et des supporters vous répondront que c'est grâce à Hansi Flick. Il a réussi à faire de ce Barça une machine et à faire de ce Barça une équipe non seulement intéressante à voir jouer, avec des jeunes joueurs. Et c'est vrai que les stats de Hansi Flick, elles suivent, puisque aujourd'hui, si on regarde le bilan du FC Barcelone, la saison n'est pas terminée, mais c'est quand même 76% de victoire, c'est quand même 3 buts inscrits par match en moyenne, c'est assez intéressant, en tête de la Liga, on le disait, qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, ce triptyque possession, récupération rapide, pressing haut, bref, le FC Barcelone est clairement mieux cette année. Il y a un truc qu'ils ont mieux maîtrisé également, ce sont les mercatos. Il y a eu des choix qui sont jugés aujourd'hui comme plus judicieux qu'auparavant. Il y a notamment eu 4 choix qu'on a voulu souligner du côté du FC Barcelone. Rafinha, qui est arrivé de Nice en 2022. Lewandowski aussi, c'était un pari. Finalement, le faire venir qu'autant d'argent à son âge, ça marche bien. Jules Koundé, Dani Olmo plus récemment. Autre élément qui explique le redressement de ce club, qu'est-ce qui fait le succès du FC Barcelone depuis la nuit des temps? La Masia. Évidemment, le centre de formation, la Masia. La Masia, elle est toujours là. C'est important dans les moments délicats économiquement, de pouvoir compter sur la Masia. Alors certains diront qu'effectivement, si le Barça n'était pas dans une situation économique aussi difficile, le Barça ne compterait pas autant sur la Masia. C'est vrai sans être vrai, ça aide forcément, mais encore faut-il aussi leur faire confiance, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Et pendant que les finances coulaient, plombées par une masse salariale ahurissante, il y avait un petit gars avec le numéro 7 sur le terrain qui progressait tranquillement, qui grimpait les échelons et qui, quelques années plus tard, à 17 ans, dans des finales de Supercoupe face au Real, sur la chaîne L'Équipe, était capable de ça. Ils vont peut-être y arriver quand même. Pour les Yamal. Yamal dans la surface de réparation. Yamal, une balle d'égalisation. Yamal, une balle d'égalisation. Yamal, immense talent, prétendant au Ballon d'Or, il a joué 40 matchs cette saison. C'est dire l'importance de ce centre de formation du FC Barcelone, c'est que c'est pas le seul à jouer autant cette saison. Koubarsi par exemple, 18 ans, il a joué 43 matchs. Alejandro Balde, issu de la Masia, 21 ans, 39 matchs. Marc Casado, 21 ans, 36 matchs. Fermin Lopez, 21 ans, 31 matchs. Gavi, 20 ans, 28 matchs. Je ne parle pas de Pedri qui est arrivé de Las Palmas, très jeune également. Mais bref, le centre de formation aide aussi forcément le FC Barcelone à relever la tête. Alors, je vous pose la question, est-ce que le Barça est sorti d'affaire? C'est pas aussi simple parce que le Barça revient de très loin et que la gestion a été très mauvaise, donc c'est loin d'être terminé. C'est que le Barça a vendu ses actifs pour couvrir sa dette. Ces liquidités ont permis de couvrir de nouveaux emprunts pour étaler la dette dans le temps. Donc ils n'ont pas remboursé la dette. Ils ont de nouveau emprunté pour étaler la dette dans le temps. Si d'ici 2030-2040, il éprouve de nouvelles difficultés sportives, il va avoir un risque d'insolvabilité pour les dettes futures souscrites pour rembourser les dettes passées. Et là, il peut avoir une difficulté. À très court terme, il n'y a pas d'inquiétude, ça a été couvert. Mais à long terme, on est lié à l'incertitude sportive. Et la preuve que c'est pas fini. On était en train de préparer cette chronique avec Victor Coudreau et puis le téléphone a vibré. On a reçu le petit push L'Équipe cet après-midi, justement, avec cette affaire. La Liga qui a publié un communiqué pour expliquer que le montage financier du Barça pour enregistrer l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, on vous en a parlé, le fair play financier, en l'occurrence la fameuse vente des sièges VIP, n'a jamais été validée. Donc la remontada, c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle est inattendue, mais il reste peut-être encore un peu de temps additionnel et le match n'est pas terminé. Merci Adrien, très bonne chronique, très bon pourquoi. C'est vrai que c'est pas terminé. Alors, tout à l'heure, quand on a eu cette info-là, ça nous a un peu jeté le doute. On s'est dit, bon, alors est-ce qu'on peut quand même vraiment faire ce pourquoi pour vous emmener avec nous là dans les coulisses? On prépare ça, et puis là, d'un coup, on voit ça. Tout a été remis en cause. Ouais, ça a été un peu remis en cause. Mais la réalité, quand même, Swan, c'est qu'on n'imaginait pas le Barça cette année être en lice pour un triplé.
et être surtout en lice pour remporter la Ligue des Champions, où ils sont aujourd'hui les mieux classés en tête de série, puisque Liverpool n'est plus là, ils sont numéro 2 de la phase de Ligue, et ils jouent Dortmund. Ouais, c'est vrai que sur le sportif, avec l'arrivée de Flick, l'émergence de Yamal sur l'Euro, on commençait à se dire potentiellement ça va être une équipe qui va être problématique à jouer, mais de là à ce qu'elle puisse éventuellement dérouler un peu sur l'Europe, d'être aussi forte offensivement, de suivre aussi bien le coach Flick, où il y avait peut-être un petit problème de mentalité qui pouvait éventuellement s'opposer, et finalement tout marche bien. Ça a été une bonne surprise. Après, j'ai écouté les propos de Pierre Rondeau. Financièrement, on a quand même l'impression que les problèmes sont réglés un petit peu en mettant de la pâte à fixe. Pour une dizaine d'années, on va dire. Par-ci, par-là. Non, mais par contre, sportivement, ça marche hyper bien. Et moi, je reste persuadé, d'un point de vue personnel, que l'argument qu'Adrien a évoqué le plus intéressant par rapport à ça, c'est la Masia. C'est que quand tu as un centre de formation pareil, l'incertitude sportive qui a été évoquée par Pierre Rondeau, tu l'as réduit considérablement. Parce qu'il y a une telle stabilité dans ce qu'ils sont capables de sortir comme qualité de joueur depuis 20 ans, qui fait que finalement l'incertitude sportive, elle n'existe quasiment plus. Et cette saison, ils ont a priori, alors avec un joueur de la Masia et Lamine Yamal, ils ont le meilleur trio d'attaque d'Europe. Très clairement, quand on regarde les chiffres, ils ont le premier meilleur buteur en club en Europe, 38 buts, Robert Lewandowski. C'est la star de l'attaque finalement, c'est le plus gros nom. Ils ont Rafinha, justement le pari du Barça d'être allé le chercher, et finalement le 7e meilleur buteur en Europe. Et ils ont la pépite, le 2e passeur décisif d'Europe, Lamine Yamal, qui est formé au club. Après que vous avez des bons joueurs, ça aide quand même pour remonter la pente. 3 prétendants au Ballon d'Or. Ouais, 3 prétendants. Bah oui, c'est 3 prétendants au Ballon d'Or. Vous rajoutez Dembélé et Mbappé, vous avez et Harry Kane, vous avez les 6 joueurs majeurs pour ce Ballon d'Or. Mais Rafinha, par exemple, il faut aussi les féliciter parce que personne ne pouvait imaginer qu'il serait à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, je vous le dis humblement, j'imaginais pas que Rafinha avait ce niveau-là. C'est aussi des paris et des choix judicieux. Mais dans le choix judicieux, il y a un peu pari quand tu es à ce niveau-là. Mais de toute façon, pour remonter la pente comme ils l'ont fait, tu as deux aspects primordiaux. C'est la formation et la culture. À un moment donné, quand tu as demandé de l'argent en plus, ou des rallonges, ou des prêts, ou des crédits, si tu t'appelles pas le Barça, et tu vois, à un moment donné, tu as la culture, parce qu'on sait que le Barça, c'est le Barça, voilà, c'est un des plus grands clubs du monde, et la Masia. Donc ça veut dire que tu avais quand même les deux pôles les plus attractifs, les plus importants pour les futurs investisseurs ou créanciers, qui te disent, ok, effectivement, je peux m'appuyer sur quelque chose qui peut, à moyen terme, en tout cas, renouveler. Le stade va être magnifique aussi. Et le stade va être magnifique. Donc si tu veux, tu avais un peu tout ça, qui fait que pour relancer la machine, quand tu as le meilleur centre de formation du monde, parce que c'est le cas, et une des plus belles cultures du monde club, ces deux arguments-là... Vous restez attrayant, vous voulez dire, vous restez sexy malgré vos dettes, en fait. Évidemment. Tu as le nom et la culture et la Masia et le stade. Ces 3 pôles-là, je pense que... Voilà, si tu dois mettre la main au portefeuille pour aider un club, tu iras plus sur le Barça que sur un autre. Sur le stade. Ouais, le stade va être magnifique, Greg, mais il faudra être encore un petit peu patient parce que les travaux du Camp Nou prennent du retard. Donc le futur Spotify Camp Nou, comme le disait Adrien, en pleine rénovation depuis maintenant juin 2023 pour atteindre la capacité de 105 000 personnes. Et c'est officiel, déjà ce qu'on peut vous dire, c'est que le Barça jouera à Montjuic jusqu'à la fin de la saison. On ne savait pas encore vraiment. Des travaux qui ont pris beaucoup de retard. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. La disponibilité des matériaux et de la main-d'œuvre de plus en plus rares, des conditions météo exceptionnelles avec des fortes sécheresses qui alternent avec des pluies abondantes. Donc ça aussi, ça a retardé les travaux. Et donc avec tous ces retards, la direction reste très prudente maintenant sur la communication parce qu'ils n'ont pas cessé de reporter à chaque fois. Donc, mais ils font tout en œuvre, ils mettent tout en œuvre pour disputer la 3e saison, enfin cette 3e saison dans leur stade, avec notamment, regardez à quoi il pourrait ressembler ce stade. Ces photos-là, c'est vrai que ça pourrait être grandiose. Déjà que le stade en soi était absolument magnifique. C'est un des stades les plus impressionnants. Vous avez vraiment l'impression d'avoir le vertige quand vous y êtes là-bas. Il y a quand même aussi le sportif. Oui. Il y a des sous à gagner là. S'il gagne la Ligue des Champions, déjà, quand on sait que la dotation a augmenté avec la nouvelle formule, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et puis il y a la Coupe du Monde des clubs aussi. Tous les 4 ans. Et la Coupe du Monde des clubs, la dotation, elle est énorme. Donc si le Barça va loin, forcément, ça peut résoudre aussi des problèmes. Et quand Pierre Rondeau dit que l'équation sportive, elle rentre en jeu, positivement aussi, elle peut rentrer en jeu. Mais on comprend mieux, Ambre, aussi pourquoi cette Coupe du Monde des clubs, elle plaît à tant de clubs. Pourquoi tant de clubs sont intéressés ? Parce qu'il y a des millions d'euros à gagner en plus du prestige, d'une nouvelle ligne au palmarès. C'est quand même aussi une réalité. Et on a beau être le Barça, peut-être un des 3 clubs les plus connus sur la planète football, vous avez besoin de gagner. C'est-à-dire que sans résultat,
On a bien compris que ça sera compliqué. Hein. Vous êtes en train de me dire que le Barça, qui fait partie des clubs qui ne voulaient plus disputer la Ligue des Champions et voulait monter sa Super League. C'est pas le genre de question que je poserais éventuellement. Vous êtes en train de me dire que peut-être qu'ils pourraient être très intéressés. Ou alors peut-être qu'ils voudraient une Super League où ils auraient tout de suite 200 millions par début de compétition, vous voyez. Ou pas. Ça dépend qui suivrait l'affaire. Mais oui, évidemment que ce sont des mannes financières très importantes, évidemment que ça passera par le sportif, et évidemment que tout le monde l'a dit, le dénominateur commun de tout ça, c'est l'émergence de Lamine Yamal. Lamine Yamal, je vais réussir à le dire. Et non, Lamine. Il n'y a pas de Y sur le prénom, Lamine Yamal. Je vais réussir à le dire, mais je savais que c'était piégeux, et qui, pour moi, est une tête de gondole exceptionnelle sur le plan sportif, sur le plan marketing, sur le plan de la communication. C'est l'une des plus grandes promesses du football mondial, et évidemment que c'est la formation, finalement, les racines de tout ça. La Coupe du Monde des clubs, c'est les petites feuilles en haut, voilà, tout ça. Oui, c'est une grosse feuille à la banque, quand même. Mais c'est un bon gros lingot. Hein. Tout part du terreau fertile qu'est la Masia. À terme, hein, parce que sur celle-là, je ne suis pas sûr qu'ils soient qualifiés, Adrien. Le FCR, Real et Atlético. Ils seront sur la prochaine. Hein. Sur celle-là, ils n'y seront pas. Et d'ailleurs, au passage, merci parce que j'ai appris grâce à Adrien les palancas. Je suis là pour vous corriger à défaut. Je trouve ça exceptionnel. Les palancas, c'est très bien d'avoir découvert ça. Grâce à toi, Adrien. Bah, pas de souci, je suis là pour ça. Bravo. Merci Adrien. Très beau mais la multiplication des compétitions. Là, moi, je trouve que quand on a fait le sujet l'autre fois sur Infantino, sur Platini, quand on revient sur ces clubs-là, quand on voit ça, Olivier Bossard, on comprend mieux pourquoi il y a 70 matchs par saison, parce que ces clubs-là ont un appétit fou, ont été souvent mal gérés. Et le Real aussi a dû vendre ses terres avec le centre de formation. Je veux dire, il y a un moment... Ils ne peuvent pas dire à leurs joueurs, vous jouez plus, et les joueurs ne peuvent pas râler de ces clubs-là parce que sinon ils ne sont pas payés, tout simplement. Oui. C'est quand même, aujourd'hui, je trouve que c'est le club symptôme absolu du football. Des clubs mal gérés, et c'est pourquoi, pour moi, l'homme central de cette remontada, c'est le président Laporta. Pour le coup, quand il récupère le club, quand Bartomeu s'en va, c'est catastrophique. Et ça aurait pu être très compliqué d'avoir été le président du Barça, d'être celui qui a fait partir Messi du Barça. Il aurait pu avoir cette étiquette toute sa vie. Sur le coup, ça lui a été extrêmement reproché. C'était compliqué, c'est turbulent. Très compliqué, mais le Barça a été obligé d'en passer par là. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Finalement, ça lui a réussi. Il est revenu à des valeurs beaucoup plus simples. Bon, alors, il a été chercher beaucoup de choses, et il y a notamment aussi un contrat dont on n'a pas parlé, c'est ce contrat qui vient de signer avec Nike. Ouais, tout à fait. 1,7 milliard d'euros jusqu'en 2038. Ça n'a jamais été fait dans le monde du foot. Et aujourd'hui, le Barça va mieux. Les banques commencent à reprêter au Barça. Et il y a un éditorialiste espagnol célèbre qui, il n'y a pas longtemps, dit qu'il commence même à revoir des maillots du Barça dans les rues. Quelque chose qui avait carrément disparu à un moment, parce qu'il y avait ce désamour, parce que Messi était parti, parce que ça ne gagnait plus, parce qu'on commençait à vendre son âme. Et ce président Laporta a réussi à revenir à des choses simples, à des valeurs qui correspondent au club. C'est la Masia. Et puis aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe autour du club, sur le terrain, ça fonctionne. Et pour moi, l'homme central de cette remontada, clairement, c'est le président Laporta. Ouais. Un mot sur Laporta, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Adrien, ce qui s'est passé cet après-midi. Le président catalan qui crie au complot et qui dénonce le timing de cette communication de la Liga. Parfois, j'ai le sentiment que ceux qui ne peuvent pas nous battre sur le terrain essaient de nous battre dans les bureaux. Et en tant que président du Barça, je ne peux pas le permettre. Je continuerai à défendre les intérêts de notre club, à défendre nos socios et nos supporters. Voilà pour Jean Laporta qui crie donc au complot, et on suivra ça de très près. Merci Adrien Pourouble pour ce pourquoi. Dans un instant, le hat-trick PSG Aston Villa J-7.